Avant de commencer, je voudrais remercier Beate Michel pour m'avoir invité à venir parler avec vous. Je suis très honoré, bien sûr, de venir discuter à propos de l'anniversaire de la naissance de Marx, mais pas simplement intimidé parce que je ne suis pas un spécialiste de Marx. Et en plus, je vais, même si j'ai vraiment pas mal puisé dans les écrits philosophiques de Marx, dont il a été question là ce matin à plusieurs reprises, en particulier la première période du Marx philosophe du travail, je me suis pas mal inspiré de sa conception du travail. En même temps, je vais prendre un peu d'écart par rapport à ce que Marx a écrit. Il me semble que ça pourrait être un développement, un approfondissement, peut-être un développement, un élargissement de la question du travail par rapport à ce que Marx avait mis en évidence. Peut-être que c'est le contraire et que vous allez être très choqués, vous allez prendre ça comme une trahison de la pensée de Marx. Alors je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc, oui, puisqu'en effet, je voudrais discuter, c'était le titre dont on avait convenu avec Beate Michel, du travail entre aliénation et émancipation. Et le travail de Marx dans les manuscrits 44, les manuscrits parisiens, c'est essentiellement sur aliénation. Évidemment, je suis parti, mais je dis aliénation et émancipation, entre les deux, comment penser le travail. Donc le concept d'aliénation est un concept évolutif chez Marx. Un certain nombre d'auteurs récemment ont réussi d'ailleurs, à mon avis, à proposer une analyse de cette évolution de la pensée de Marx sur le travail, en particulier des gens comme Emmanuel Renaud, Alexis Cuquier. Alors, le terme d'aliénation n'appartient pas que à la théorie économique, social, il appartient aussi, il est en usage en psychopathologie depuis la même époque, mais en psychopathologie, l'aliénation a un autre sens. Des ponts sont sans doute possibles entre les deux approches de l'aliénation, comme le montre un autre philosophe que vous connaissez sans doute, Stefan Haber, dans un livre consacré à l'aliénation, vie sociale et expérience de la dépossession de soi, qui est un livre de 2007. Dans cette présentation des rapports entre aliénation et émancipation, l'aliénation correspondrait à une altération particulière du fonctionnement psychique, donc je parle en clinicien, qui se distinguerait de son acception quand même en psychiatrie. Je m'explique. En effet, la question, parce qu'il y a la clinique psychiatrique classique, et puis il y a ce domaine à partir duquel j'essaie de parler, qui est la clinique du travail. La question de l'aliénation dans la clinique du travail se présente différemment de la façon dont elle se présente en psychopathologie classique, en psychiatrie classique depuis le XIXe siècle. En effet, elle n'impliquerait pas, cette aliénation dans le travail, l'éclosion nécessaire de symptômes caractéristiques d'un trouble mental patent. Pour le dire autrement, l'aliénation opérerait à l'ombre de la normalité. Elle résulterait d'un processus où la volonté de l'autre, médiatisée par l'organisation prescrite du travail, s'imposerait silencieusement à l'individu, le plus souvent à son propre insu. Au contraire de l'aliénation mentale en clinique psychiatrique, l'aliénation dans le rapport au travail se caractériserait plutôt par son silence, voire son invisibilité. Dans cette perspective, la décompensation, c'est-à-dire l'apparition de symptômes, de troubles du comportement ou de maladies caractérisées, signerait l'existence chez l'individu. Devenant malade, témoignerait d'une lutte contre l'aliénation. Ça, c'est du point de vue de la clinique du travail. D'une lutte, donc, aboutissant à un échec coûteux, certes, mais d'une lutte quand même. Ainsi, certaines décompensations délirantes ou dépressives, certaines décompensations de maladies somatiques, voire certains suicides, marqueraient l'apogée d'une défaite dans la lutte menée par un individu contre l'aliénation. C'est donc la lutte.
j'ai publié un certain nombre de cas qui sont quand même très impressionnants, où le suicide marque véritablement le moment où le refus de collaborer et de se laisser aller à l'aliénation aboutit à quand même cette situation incroyable de se mettre à mort soi-même. Ce qui est quand même une donnée clinique nouvelle, en tout cas pour le psychiatre que j'étais jusque-là, c'était vraiment très impressionnant que quelqu'un se suicide alors qu'il n'est pas nécessairement déprimé, mais en lutte, et une lutte qu'il perd. Les relations entre l'aliénation ainsi entendue et la servitude volontaire, est-ce que je peux prendre cette eau? Je cherche un verre. Je suis très sec là, j'ai peur de vous, c'est pour ça. Je vais chercher un verre? Non, ça va. Ça va. Je prends la bouteille, je ne sais pas si elle appartient à quelqu'un. Et donc les relations entre l'aliénation ainsi entendue et la servitude volontaire ne sont pas faciles à formaliser, car dans les deux cas, la normalité apparente de l'individu repose sur un clivage de la personnalité. Alors ce clivage, c'est une affaire compliquée. Je ne vais pas entrer dedans, ce n'est sans doute pas exactement la même configuration de clivage dans la servitude volontaire et dans l'aliénation dont j'essaie de parler aujourd'hui. Dans l'accomplissement de son procès, l'aliénation, par son silence même, signerait quand même une défaite du moi, le moi étant entendu ici au sens freudien du terme. Il se pourrait que dans ce procès puisse être emporté non seulement un individu isolé, comme on peut voir toujours dans la clinique individuelle, mais des groupes humains entiers, voire des masses, comme on peut le voir dans certaines enquêtes de terrain. Ce qui nous mène aux confins des questions difficiles comme celles qui sont soulevées par l'étude sur la personnalité autoritaire de Adorno, Marcuse, Fromm, ou sur autorité et famille de Horkheimer, ou encore produire le consentement de Raboy, que vous connaissez sans doute aussi. Si l'on essaie de penser au contraire de l'aliénation, le mouvement inverse, qui partant du travail va vers l'émancipation, il faudrait, je crois, le faire sans le séparer de son contexte réel, c'est-à-dire le penser à partir du premier temps, celui de l'aliénation, dans laquelle le moi se trouve prisonnier. Tenter de tracer la généalogie de l'émancipation à partir d'un état premier d'aliénation impliquerait d'envisager d'abord le travail comme expérience subjective, bifronce, pouvant être mise au service de l'aliénation ou de l'émancipation. Et il faudrait commencer par une analyse de la façon dont le travail joue d'abord comme procès d'aliénation, l'aliénation par le travail, pour essayer de comprendre comment le travail peut, dans certaines conditions, devenir une ressource pour l'émancipation. Alors, je ne développerai pas le premier volet de l'analyse, celui de l'aliénation. Je m'en tiendrai à un balisage sommaire de ce que l'on peut apprendre par la clinique du travail pour développer surtout le mouvement inverse, celui de l'émancipation par le travail, et ceci en vue d'aborder la question théorique que certains d'entre vous connaissez sans doute sous le nom de concept critique de travail, qui est un... Est-ce que oui ou non on peut penser un concept critique de travail? C'est une des questions qui est posée par l'école de Francfort depuis les auteurs dont je vous ai cité quelques noms tout à l'heure. La notion d'émancipation n'est pas plus facile à manier que celle d'aliénation. Elle peut être entendue au sens philosophique du terme. Il y a une bonne introduction à cette question dans un livre collectif sur l'émancipation qui a été dirigé par Alexis Cuquier, et puis je ne sais plus quels sont les autres auteurs. Mais si l'on se place au niveau du fonctionnement psychique et de son approche psychanalytique, l'émancipation alors renvoie surtout à une lutte avec le déterminisme qui, venant de l'inconscient, s'impose au moi malgré lui. Seulement voilà, nombre de psychanalystes, en particulier Lacan et les post-lacaniens, pensent cette lutte comme illusoire et rattachent la volonté d'émancipation à l'imaginaire de la toute-puissance et de la mégalomanie, au point même que c'est le point clé à partir duquel se développerait la psychose selon Lacan dans sa thèse sur la paranoïa. En clinique du travail pourtant, il est possible de saisir des mouvements psychiques qui ressortissent à l'émancipation vis-à-vis de l'inconscient.
Mais l'émancipation renvoie aussi en clinique du travail, deuxième volet, à l'émancipation collective, laquelle ne se joue plus seulement par rapport à l'inconscient individuel, mais par rapport à la dynamique domination-servitude engendrée par l'organisation du travail. L'émancipation collective en clinique du travail se rapproche alors, sur ce deuxième volet, de la conception philosophique du terme. Alors, la clinique du travail. Les philosophes de l'école de Francfort qui se sont intéressés à la question du travail ont abouti à la conclusion que le travail est exposé et soumis à de telles contraintes de domination qu'il n'y a pas de place pour un concept critique de travail. Ça a commencé déjà avec Adorno, Caméra Adorno, mais Axel Honneth aussi finalement a capitulé sur cette question alors qu'il avait annoncé en 1992 qu'il allait reprendre cette question du concept critique de travail. Il a renoncé entre-temps. Seul Marcuse a esquissé la possibilité d'une alternative, comme le montre Olivier Warhol, qui normalement devrait être là. Oui, il va arriver. Il va arriver, bon. Olivier Warhol a commis un article extrêmement intéressant sur cette question. Voilà. À un autre pôle de la tradition philosophique, on trouve chez Dewey, le philosophe américain, une voie théorique pour penser l'émancipation, comme le montre en particulier Emmanuel Renaud dans un texte important qu'il a publié en 2000, je ne sais plus, il y a quelques années, c'est 2016 je pense, dans la revue Travailler. L'analyse proposée par la psychodynamique du travail part de la découverte faite par les ergonomes, clin d'œil à ma collègue, en donc la découverte par les ergonomes de l'écart inévitable dans tout. Alors, travailler, je vais utiliser le terme souvent, le travailler, comme on dit, c'est un verbe substantivé, comme on dit, le souper, le boire, le coucher, le travailler. Donc l'écart inévitable dans tout travailler entre le travail prescrit, ce que les ergonomes désignent sous le nom de tâche, et le travail effectif, font vraiment les gens, c'est-à-dire l'activité. La tâche, c'est l'objectif à atteindre et le chemin à parcourir pour y parvenir, c'est-à-dire le mode opératoire prescrit. Mais jamais les travailleurs n'exécutent strictement les prescriptions, même dans les situations d'aliénation maximale par le travail, par exemple dans le travail répétitif sous contrainte de temps. Ceci a été montré par la ville il y a fort longtemps déjà. Une très belle étude sur le travail répétitif sous contrainte de temps chez les femmes qui sont dans l'industrie électronique, même sur des cycles de moins d'une minute, les femmes ne font pas ce qui est prescrit. Et ceci, elles ne font pas ce qui est prescrit en raison du réel, ce qui supposerait qu'on prenne un peu de temps pour décrire et définir ce concept de réel, le réel du travail, c'est-à-dire en fait, je le dirais succinctement, les incidents, les dysfonctionnements, les pannes, les bugs, les imprévus, qui grèvent toutes les organisations du travail, quelles qu'elles soient. Le réel, c'est ce qui se fait connaître à celui qui travaille par sa résistance à la maîtrise. Les occurrences du réel se font donc toujours connaître sur le mode de la mise en échec du travailler. Échouer, c'est un point important pour nous, les cliniciens, c'est d'abord et avant tout une expérience pâtie, une expérience même de souffrance. Et c'est à cause et à partir de cette souffrance que l'intelligence est mobilisée pour tenter par le même mouvement de surmonter l'obstacle occasionné par le réel et de soulager la souffrance qui en est indissociable. Je pourrais vous montrer que l'intelligence qui se développe du fait de cette confrontation au réel est une intelligence qui est toujours orientée dès son origine vers la volonté ou l'espoir d'anticiper, d'être en avance sur l'incident. Aussi bien sur la chaîne de montage que dans les centrales nucléaires, l'intelligence, c'est essayer d'être en avance sur l'incident. Mais parce que l'incident, c'est insupportable. Sur une chaîne de montage, quand vous essayez de passer un écrou sur un boulon et que ça ne va pas, vous coulez. Et pour un tas de raisons, c'est très très problématique. On se fait engueuler, on est en retard, on s'arrache les doigts, donc c'est très problématique.
pratique. Et puis après, il faut remonter la chaîne. C'est épuisant. Mais que pas du tout. Parce que quand il faut tenir 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour sur le montage, c'est vraiment très dur ce genre d'incident. Donc le problème, c'est d'être en avance. Donc ils inventent des modes opératoires. Ils inventent complètement des modes opératoires qui ne sont pas du tout prescrits, que personne ne peut leur enseigner, que chacun doit découvrir par soi-même pour essayer d'anticiper. Je pourrais vous raconter comment on fait avec les boulons, mais ça prend peut-être trop de temps. Mais c'est génial. Et donc cette intelligence, qui possède certaines caractéristiques, elle permet de trouver et d'inventer des trucs, des ficelles, des bidouillages, des astuces qui n'ont été ni prescrits ni enseignés, mais qui sont capables de surmonter le réel. Seulement, leur introduction dans le travailler conduit en fait à un remaniement du mode opératoire dans son ensemble, celui qui a été prescrit. L'investigation clinique montre que les trouvailles de l'intelligence sont indissociables de l'acquisition, en même temps, de nouvelles habiletés qui n'existaient pas avant le travail. Là, on commence à entrer dans le sujet lui-même, c'est-à-dire le travailleur lui-même, l'individu lui-même. Parce que pour découvrir ces trouvailles, c'est pas donné. Très compliqué. Cette acquisition ne va pas de soi. Elle passe par un travail en fait de soi sur soi, et même par une transformation de soi, qui n'est rien de moins qu'un remaniement de l'architecture subjective dans son ensemble, remaniement sans lequel on restera toujours un maladroit. L'investigation phénoménologique de ce qui est mobilisé pour parvenir à cette transformation de soi conduit à la mise en évidence d'un corps à corps entre la subjectivité et le réel du travail, qui a été saisi avec une grande précision par le concept de corpropriation, donc qui est un concept de phénoménologie, de la phénoménologie de la vie, la phénoménologie matérielle de Michel Henry, à partir d'une philosophie du corps étayée sur l'œuvre de Mendebiran. On pourrait développer, mais je pense qu'on n'a pas le temps. Les trouvailles qui sont issus de cette corpropriation, qui est vraiment un concept tout à fait génial, en tout cas du point de vue de la phénoménologie, du point de vue philosophique, mais qui est tout à fait génial aussi pour la clinique. Les trouvailles issues de la corpropriation du réel du travail imposent un double mouvement psychique vers l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de l'individu, et aussi vers l'extérieur. Alors, vers l'intérieur. Les trouvailles ne peuvent être découvertes par un travailleur sans que ce soit produite une véritable transformation de son architecture interne qui n'implique rien de moins qu'un changement dans la façon d'habiter son corps. Voilà. C'est asséné comme ça, donc vous ne pouvez pas me croire, mais la clinique est extrêmement précise là-dessus. Il faut changer la manière dont vous habitez dans votre corps pour être capable de découvrir cette nouvelle habileté. Ou en même temps, l'habileté, c'est une transformation de la façon d'habiter son corps, et c'est aussi vrai sur la chaîne de montage que quand il s'agit de conduire, de piloter un avion de chasse ou de piloter une centrale nucléaire. C'est un rapport de corps à corps, et il faut changer son rapport avec son propre corps pour acquérir cette sensibilité nouvelle qui permet de surmonter le réel. C'est la fameuse corpropriation. Vers l'extérieur, c'est le deuxième mouvement, les trouvailles ne peuvent trouver place dans le mode opératoire tel qu'il était prescrit qu'en subvertissant les ordres du mode opératoire prescrit. L'intelligence qu'il faut mobiliser dans le travailler est donc toujours subversive. C'est ça les conséquences. D'abord psychologique, mais ensuite politique, pré-politique. C'est qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de production sans que soit mobilisée cette intelligence qui est subversive vis-à-vis des ordres et des prescriptions. Quelle que soit la profondeur de l'aliénation par le travail et la domination exercée par l'organisation du travail, la production repose sur la subversion des ordres et des prescriptions. Si un procès d'émancipation est possible, malgré l'aliénation au travail, c'est dans cet écart entre le prescrit et l'effectif,
qui convoque le génie de l'intelligence, et sa concrétisation en ingéniosité qu'il convient, c'est là qu'il faut aller la chercher. Cette possibilité principielle de l'émancipation. En dépit des consignes, des prescriptions et des ordres qui l'encadrent, le travailler implique la mobilisation d'une intelligence qui est inévitablement subversive. Cette puissance subversive de la corpropriation et de l'intelligence au travail suffit, disons, suffit au niveau individuel pour définir la voie de l'émancipation, mais vis-à-vis de la prescription, mais également en retour au niveau du rapport de soi à soi, c'est-à-dire c'est aussi une émancipation qui, passant par cette transformation du corps, cette transformation de la façon d'habiter son corps, est une émancipation par rapport au déterminisme venant de l'inconscient. Là, il y a évidemment quelque chose qui relève de l'émancipation au niveau individuel et qui est extrêmement précieux. Cette émancipation se situe évidemment dans le registre strictement individuel. Ce n'est pas rien, quand même, puisque cette émancipation peut ouvrir la voie à quelque chose que rassemble en clinique du travail sous le nom de l'accomplissement de soi. Mais pour pouvoir discuter maintenant la question de l'émancipation collective par le travail, il faut aborder un autre domaine qui est celui de la coopération. Donc je passe à un deuxième niveau qui est le niveau collectif. La coopération renvoie à la façon dont un collectif réussit à organiser les intelligences individuelles dans une œuvre commune. En effet, si l'exercice de chaque intelligence individuelle implique une subversion de la prescription, l'activité qui en résulte au niveau de chaque individu est singulière, elle est particulière. Elle est estampillée par les caractéristiques cognitives, psychiques et éthiques de chacun d'eux. De ce fait, dans une équipe, si chaque individu élabore son propre mode opératoire sans se préoccuper de la façon dont procèdent les collègues, des effets de divergence et d'incohérence du travail risquent d'apparaître qui tendanciellement vont nuire à la qualité, voire carrément à la possibilité même d'une œuvre commune. Mettre les intelligences individuelles au service d'une œuvre commune, cela relève de ce qu'on appelle la coordination. Elle consiste en une série d'ordres, encore, donnés généralement par un chef. Mais l'organisation du travail ainsi prescrite se heurte aux mêmes limites que ce que j'ai évoqué précédemment à propos du rapport entre tâches et activités. Si les membres d'une équipe s'en tiennent à l'exécution stricte des ordres donnés par la coordination, le procès de travail tombe inexorablement en panne. Ça s'appelle, les gens font exactement ce qu'on leur dit, ça s'appelle la grève du zèle. Et aucun procès de travail n'est possible. On fait juste, on obéit exactement aux ordres. Même dans l'armée, où règne plus qu'ailleurs dans le travail ordinaire la discipline, si les hommes s'en tiennent à obtenir strictement aux ordres, c'est une armée vaincue. Dans l'armée, on dit qu'il faut interpréter les ordres. Mais que signifie au juste cette expression? Non pas seulement que chaque soldat individuellement devrait interpréter les ordres, mais que collectivement, cette fois, les soldats doivent parvenir à une interprétation partagée, commune des ordres. L'interprétation, la traduction collective des ordres aboutit à la coopération, sensiblement différente dans nombre de cas de la coordination. L'analyse de la façon dont, dans le travail ordinaire, est traité l'écart entre coordination et coopération a été approfondie depuis une trentaine d'années, donc par la discipline dans laquelle je travaille, qui s'appelle la psychodynamique du travail. Alors, sous la loupe de la psychodynamique du travail, la coopération repose sur la capacité des membres d'une équipe de confronter les modes opératoires de chacun pour tenter de parvenir à des accords sur ce qui est efficace ou inefficace, juste ou injuste, équitable ou inéquitable, acceptable ou inacceptable. En d'autres termes, il s'agit pour le collectif de confronter les différentes manières de tricher avec les prescriptions en vue de parvenir à des accords passés entre les membres de l'équipe. Ces accords, lorsqu'ils sont obtenus, ont valeur normative
Et lorsqu'ils sont articulés entre eux, plusieurs accords aboutissent à l'élaboration collective de ce qu'on appelle les règles de travail. À un niveau encore plus raffiné, lorsque plusieurs règles de travail sont articulées entre elles, elles forment des règles de métier. Il n'y a, à proprement parler, de collectif de travail ou d'équipe de travail que lorsque de telles règles ont été établies entre ses membres pour interpréter les ordres et prescriptions proférés par la coordination, par le chef. Sans cette production de règles, il n'y a pas de collectif, il y a un groupe. Et si le nombre est important, c'est une masse. Donc précisément, la caractéristique est de ne pas avoir construit par elle-même ces règles et de s'en tenir à exécuter des ordres souvent réduits à des mots d'ordre ou des slogans. Pour parvenir à cet accord normatif, il faut un espace spécifique ouvert à la confrontation critique des tricheries individuelles que l'on désigne sous le nom d'espace de délibération. Espace de délibération qui est dénommé différemment selon les organisations en cause. Dans certains cas, ça s'appelle une réunion d'équipe, dans une réunion de staff, à l'hôpital par exemple, CODIR, COMEX, sont toujours des collectifs, des espaces de délibération, réunions de synthèse, dans l'hôpital psychiatrique, il y a différentes façons de nommer cet espace de délibération. Dans cet espace, il ne s'agit pas seulement de témoigner, chacun, de sa manière de travailler devant les autres, mais il faut inévitablement justifier son point de vue. Il ne s'agit pas seulement de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on fait, il faut être capable de le défendre, d'autres ne sont pas forcément d'accord avec vous, sur la base d'arguments mitigés, relevant de la rationalité en finalité, comme l'efficacité, ou de la rationalité mais aussi de la rationalité morale pratique, et aussi de la rationalité subjective. De sorte que la justification qu'on donne à sa manière de travailler, on défend sa façon de travailler devant les autres, l'argumentation, la justification a la texture d'une opinion, au sens aristotélicien du terme. C'est la raison pour laquelle les règles de travail sont toujours, en même temps que des règles d'efficacité dans le monde objectif, ce sont en même temps des règles éthiques qui organisent le vivre ensemble. Alors je sais que vous n'aimez pas le terme de vivre ensemble, vous l'avez bien entendu ce matin. Moi, je ne peux pas l'écarter, c'est-à-dire que bon, je suis obligé de m'en servir. On peut peut-être le remplacer, mais il faudra trouver un équivalent. Les règles éthiques qui organisent le vivre ensemble, sur lequel je suis prêt, par ailleurs, à m'expliquer sur ce que ça veut dire exactement. Travailler, ce n'est pas seulement produire, c'est aussi vivre ensemble. C'est la raison, voilà. Cette activité de production de règles, donc, est connue sous le nom d'activité déontique. Donc, entre coordination et coopération, l'écart est donc traité par l'activité déontique, qui est la forme aboutie de l'interprétation par un collectif des ordres initialement formulés par la coordination. La coopération est de facto une subversion de la coordination, comme l'activité est une subversion de la tâche. Donc ce qui a été, ce que j'ai retracé succinctement ici, relève de la coopération horizontale. Il faudrait, encore c'est très très succinct, c'est quand même assez subtil toute cette histoire et c'est très intéressant. Il faudrait faire une place équivalente à la question de la coopération verticale, qui constitue une dimension incontournable de l'organisation du travail. La coopération verticale relève aussi de l'activité déontique, qui soulève la question compliquée du commandement, de l'autorité, de la discipline et de la loyauté. Entendu en ce sens, l'analyse de la coopération verticale aboutit à des pratiques dans le monde du travail, si on parle de la clinique, qui s'opposent aux conceptions dominantes du management, instaurées en particulier à partir du tournant gestionnaire, et en particulier dans ce que vous connaissez sans doute sous le nom de New Public Management, qui a été introduit dans la fonction publique, dans les fonctions publiques, avec des conséquences désastreuses, tant sur le plan social que sur le plan humain, dont il est abondamment question aussi bien dans la fonction publique d'État
que dans les fonctions publiques territoriales et dans la fonction publique hospitalière, où ça va extrêmement mal, c'est vraiment très très mal. Il est sans doute utile de souligner que l'espace de délibération, ouvert à la confrontation des opinions des membres d'un collectif sur les façons de travailler, cet espace est structuré comme un espace public, puisque c'est un espace ouvert à la confrontation des opinions. C'est-à-dire que, évidemment, je vais vite, hein, c'est très succinct, ça veut dire que la coopération et l'activité déontique reposent sur une certaine pratique qui relève de la pratique de la démocratie, in statu nascendi. Pourtant, cette pratique, qui est très remarquable quand elle fonctionne, n'est pas débarrassée de toute ambiguïté au regard de la démocratie, précisément. L'activité déontique, en effet, peut être mise au service d'une œuvre commune qui est orientée vers un objectif économique nuisible à l'évolution de la société, de l'environnement ou de la cité. On est alors confronté au paradoxe d'une production locale de vivre ensemble, où sur les plans du travail, de la convivialité et de la santé mentale, les membres du collectif bénéficient de conditions favorables ou très favorables, alors que dans l'ombre, cette activité collective développe des effets éthiquement ou politiquement délétères à l'extérieur de l'organisation, pour la cité ou pour l'environnement. Ce conflit entre les effets vers l'extérieur et vers l'intérieur de l'activité déontique, ce conflit peut être surmonté si l'on introduit la troisième dimension de la coopération, qui est connue sous le nom de coopération transverse, qui concerne avant tout les activités de service. Ça veut dire quoi? Que la qualité d'un service, en tout cas pour les spécialistes du travail, et pour les ergonomes autant que pour les cliniciens du travail et pour moi, la qualité d'un service, en effet, ne dépend pas que du prestataire du service. Par exemple, ça ne dépend pas que du médecin, ça ne dépend pas que de l'enseignant, ça ne dépend pas que du vendeur. La qualité du service dépend aussi du bénéficiaire, le patient, l'élève, le client. Dans la mesure où, pour pouvoir utiliser convenablement un service, il faut que le bénéficiaire acquiert des compétences spécifiques, d'une part, et qu'il entre dans une relation de coopération avec le prestataire, d'autre part. Et on peut montrer que la valeur d'un service change avec la qualité de la relation de coopération entre prestataire et bénéficiaire. Il est impossible évidemment d'entrer ici dans l'analyse de cette coopération, qui là aussi est vraiment passionnante, du point de vue clinique, qui repose sur la traduction partagée de messages entre les prestataires de la relation de service, entre les partenaires de la relation de service, donc le prestataire et le bénéficiaire, ils échangent des messages, il faut qu'ils arrivent à une interprétation commune de ces messages où se trouvent engagées des dimensions éthiques fort complexes, mais qu'on peut parfaitement élucider par l'approche clinique. La relation de service mobilise de facto des enjeux d'équité et au-delà des dimensions de formation, de transmission de connaissances, de savoir-faire, de transmission de savoir-faire, d'habileté technique et sociale, qui engagent le devenir des bénéficiaires et au-delà la cité tout entière. Autrement dit, ce n'est pas que des consommateurs, en réalité, ce n'est pas vrai. On est en train d'agir sur eux. Et cette action est très puissante en réalité. Nombre d'activités elles peuvent être pour le pire ou pour le meilleur. Ce n'est pas donné à l'avance, ça dépend justement d'un certain nombre de points précis qui sont dûment analysés et qu'on peut prendre en considération. Nombre d'activités de production industrielle, qu'on oppose généralement à ces activités de service dont je viens de parler, implique aussi de développer en même temps des activités de service. L'éleveur, par exemple, en élevage industriel, aussi bien d'ailleurs qu'en élevage artisanal, est en même temps un vendeur. Et il en va de même pour le producteur d'ordinateurs ou de téléphone portable. Mais ce n'est pas le cas de toutes les productions industrielles. Toutefois, quelles qu'elles soient, toutes les activités de production industrielle, agricole ou de service ont un impact sur l'environnement, d'une part, sur l'évolution de la cité, d'autre part. Impact qu'on désigne sous le nom d'externalité.
externalités positives ou externalités négatives. Là, je fais référence à des travaux des économistes de la fonctionnalité, en particulier Christian Dutertre. Cette dernière dimension du travail peut être traitée rationnellement dans toute entreprise, institution ou service, grâce à l'élaboration de ce qui est désigné sous le nom de doctrine de l'entreprise, de l'institution ou du service. Tenir ensemble ces différentes dimensions, à savoir le génie de l'intelligence dans son rapport avec la résistance du réel, la souffrance et le plaisir au travail, la coopération horizontale, la coopération verticale, la coopération transverse, avec en leur sens l'activité déontique et enfin la doctrine, c'est une possibilité que la psychodynamique du travail, je crois, met en évidence à travers toute une série d'enquêtes et d'interventions dont on a publié un certain nombre ces dernières années. Cette possibilité fait alors apparaître le travail comme un médiateur potentiel extrêmement puissant dans l'apprentissage de la pratique de la démocratie, d'une part, et dans le procès d'émancipation par rapport aux forces de l'aliénation dans le travail, d'autre part. Donc ce que j'ai sommairement récapitulé ici relève de l'analyse du travail par la clinique et la psychodynamique du travail. Il s'agit là de développements qui vont dans le sens des positions philosophiques élaborées par Dewey, John Dewey, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans plusieurs ouvrages qui ont été analysés, synthétisés dans cette analyse d'ensemble de l'œuvre de Dewey par rapport à cette question du travail, au point que Emmanuel Renaud pense qu'on peut dire légitimement, même s'il n'emploie pas le terme, que Dewey soutient la centralité du travail, la thèse de la centralité du travail. On trouverait parmi les philosophes contemporains plusieurs contributions, outre celle d'Emmanuel Renaud, qui soutiennent aussi le potentiel émancipateur du travail. Le premier, probablement un des plus importants, c'est Jean-Philippe de Renty, à Sydney, Nick Smith, qui travaille avec lui d'ailleurs aussi, et puis un certain nombre d'autres noms qu'on connaissait, comme Frank Fischbach et son livre très récent sur... pas seulement sociaux, c'est un livre qui porte spécifiquement sur cette question de qu'est-ce que c'est que le social, Alexis Kukir, il y en a d'autres. Mais il y a aussi évidemment des adversaires, je vais en citer un, vous connaissez peut-être, un philosophe, c'est Bertrand Ogilvy, qui soutient que la thèse de la centralité politique du travail, portée par la psychodynamique du travail, est un fourvoiement, dans un livre spécialement dirigé contre les thèses de la clinique du travail, et qui s'appelle Le travail à mort. C'est très radical comme position. C'est très intéressant parce qu'il se trouve que j'ai travaillé beaucoup avec Ogilvy pendant des années, je lui dois d'ailleurs un certain nombre de choses importantes, et que finalement il a quand même basculé dans le sens de tout ça, c'est un fourvoiement. Donc c'est intéressant, c'est un résultat. Il vient de sortir un livre qui s'appelle Le travail à mort, qui donc, je pense, est réellement intéressant comme adversaire. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un concept critique de travail? C'est évidemment l'enjeu de la discussion. Tout état de cause, l'enjeu politique de cette controverse est évidemment majeur. Alors, ça nous renvoie forcément à Bruno Trentin, dans son livre La Cité du travail, qui montre que depuis ses origines, le mouvement ouvrier a pensé le rapport entre travail et politique sur un mode clivé. Que le prolétariat soit la classe à qui échoit la responsabilité de renverser le capitalisme et de conquérir l'État, n'implique pas que pour ce faire, il s'appuie sur une transformation du travail. C'est ça le point clé de l'analyse de Trentin. Alors, il revient au prolétariat de renverser le capitalisme, mais pas en passant par une transformation du travail. Il revient principalement aux travailleurs de s'unir pour former une puissance capable de s'imposer dans un rapport de force avec le capital, c'est-à-dire de former des masses. Quant à la responsabilité du politique stricto sensu, elle revient au Parti communiste, au comité central du Parti communiste, et quant à l'organisation du travail dont on vient de parler et sa transformation, elle ne relève pas de la responsabilité des travailleurs. Dans l'histoire du mouvement ouvrier depuis Marx, l'organisation du travail ressortit essentiellement aux sciences de l'ingénieur. Ça n'appartient, c'est pas un problème politique, c'est un problème de savoir, de connaissance,
c'est un problème d'ingénieur. Énorme erreur, à mon avis. Voilà. Énorme erreur. Je demanderai des commentaires, je suis désolé, j'assène ça comme ça, j'ai un peu honte. Mais je pense que c'est faux. Voilà. Je pense que c'est faux et toute la clinique suggère que il faut s'emparer de la question de l'organisation du travail et il faut transformer l'organisation du travail. Et ça relève, ça se fait par en bas, pas par en haut, pas par des ingénieurs et surtout pas, comme maintenant ils ont plus ou moins perdu la main, par les gestionnaires. Sous la loupe de la clinique et de la psychodynamique du travail, l'organisation du travail implique certes la participation des sciences de l'ingénieur, ingénieur en organisation, ingénieur des méthodes, ingénieur de conception, ingénieur d'atelier, etc. Mais l'organisation du travail est toujours et en même temps une méthodologie de la domination qui, en mode de production capitaliste, a connu plusieurs périodes, l'OST de Taylor, l'Organisation scientifique du management, le Fordisme, le modèle japonais, le toyotisme, Ono, etc. Et puis, la dernière étape qui est le tournant gestionnaire, qui correspond chacune de ces étapes à chaque fois à des progrès significatifs en matière de conception et de mise en œuvre de la domination. Et je pèse mes mots. Tournant gestionnaire, c'est une étape dans la technologie de la domination, une étape extrêmement significative, extrêmement puissante. Elle a vraiment transformé le monde. Et donc la centralité du travail, elle implique de prendre cette dimension-là en considération. La domination, elle passe par l'organisation du travail. Alors on va encore plus loin quand on défend la thèse de la centralité du travail. C'est fondamentalement par le truchement de l'organisation du travail que s'expérimentent les nouvelles méthodes de domination dans la société. Et donc, c'est extrêmement grave de le laisser de côté et de laisser ça aux ingénieurs, qui sont évidemment pas que des ingénieurs. Alors, on peut reprendre Taylor, il faudrait le faire. Évidemment, je l'ai fait à nombreuses reprises. C'est extrêmement intéressant parce que, du point de vue ingénierial, il n'y a rien. C'est pas moi qui ai montré ça, je le dois à un autre auteur que je vais citer dans un instant. L'analyse du travail vivant et des différentes dimensions de la coopération par la clinique et la psychodynamique du travail suggère que ce serait précisément en reprenant la main sur l'organisation du travail qu'il serait possible de donner consistance à un concept critique de travail. C'est-à-dire qu'il serait à ce moment-là possible de dépasser le registre de la dénonciation, vigoureusement dénoncé hier par Bernard Friot. À mon avis, il n'a pas tort. Il serait possible de dépasser le registre de la dénonciation, des effets délétères de l'organisation capitaliste du travail, pour élaborer à partir de l'expérience même du travail, mais cette fois-ci du travail concret, ce qu'il appelle le travail concret, que moi j'appelle le travail vivant, en reprenant le terme de Marx. Donc, pour élaborer à partir de l'expérience même du travail vivant et des pratiques de transformation, qu'on puisse élaborer, qu'on puisse expérimenter des pratiques de transformation de l'organisation du travail qui constituent un renouvellement des pratiques de la démocratie à partir du travail ordinaire, des gens ordinaires. Pas à partir de l'émancipation conquise au niveau du collectif du travail, du collectif de travail d'abord, peut s'étendre et entraîner un mouvement d'émancipation au niveau d'une entreprise ou d'une institution particulière. Je le dis parce que nous en avons des expériences et des preuves empiriques par un certain nombre d'enquêtes d'intervention faites ces dernières années. Il faudrait que je vous raconte pourquoi et comment ça a été possible. Mais surtout qu'il y a des entreprises qui... voilà, il y a des chefs, je vais le dire très succinctement, il y a un certain nombre de directeurs, de dirigeants d'entreprise, c'est pas n'importe lesquels, un certain nombre de dirigeants d'entreprise ont des doutes sur le modèle économique actuel. Donc c'est très bien qu'il fallait broyer leur entreprise. Ce sont en particulier des chefs d'entreprise qui sont en même temps propriétaires de leur entreprise. Mais c'est pas seulement cela, c'est aussi dans certaines entreprises, voilà, disons, ce qu'on appelle les EPIC en France, c'est-à-dire ça peut même être dans le secteur public, des établissements
caractère industriel, qui sont indépendants, qui ont une certaine indépendance, qui appartiennent quand même au service public, mais qui sont gérés avec des statuts du salariat qui est un salariat privé. Et là, il y a des gens qui ont des doutes très sérieux sur ce modèle économique et qui, de surcroît, sont très intéressés et pour lesquels est très importante la question de la santé au travail. Alors, très brièvement, c'est qui? Ce sont des gens qui sont engagés dans des procès de travail où le cycle de travail est très long. Ce n'est pas du travail répétitif sous contrainte de temps. C'est des cycles de travail qui demandent des années. Et là, il y a un certain nombre d'entreprises de services pour lesquelles les services sont très longs. Voilà. En fait, ils sont assez nombreux, ces lieux dans lesquels le cycle de travail est long. Et là, on a besoin que les gens restent en place. Et donc, il faut qu'ils soient contents de leur rapport au travail, il faut qu'ils aient du plaisir à leur travail, et il faut qu'ils restent en bonne santé dans leur travail. Donc là, contradiction interne, ces gens-là, ça les intéresse les questions de santé, c'est généralement pour ça que finalement, ils en viennent à venir à mon labo pour me demander d'intervenir. Donc je passe là-dessus parce que ça demanderait un peu plus de développement pour que vous compreniez que c'est quand même très local et un peu exceptionnel qu'une entreprise vienne s'adresser à nous pour essayer de repenser l'organisation du travail. Ce principe, et à ce moment-là, on voit bien ce que ça veut dire que l'émancipation par le travail, parce que ça marche. Ce principe de l'émancipation par le travail, on sait que c'est possible, mais évidemment qui reste très limité et qui, dans un certain nombre de cas, tourne court, puisque finalement, ils vont quand même être descendus par des interventions très puissantes qui vont dépasser leur capacité de résistance, et flaf, ils sont embarqués, ou débarqués. C'est assez pénible. On a vraiment travaillé pendant plusieurs années, qu'on a réussi à transformer l'organisation de travail, et que tout à coup, il y a quand même... il faudrait que je vous raconte comment ça se passe, pourquoi finalement, alors que les choses sont transformées et qu'elles marquent, et qu'en plus elles sont, et ça c'était très juste ce que disait Bernard Friot hier, ce sont des entreprises qui sont encore plus rentables, parce que les gens sont heureux au boulot, la coopération est reconstituée, les gens travaillent mieux, et il y a une compétitivité accrue de l'entreprise. Eh bien, rien à faire, on la descend parce qu'elle sort du modèle, et parce qu'elle sort du rapport à la domination, donc implacablement, il va y avoir des représailles. Dans un certain nombre de cas, c'est arrivé et c'est assez tragique. Alors la question, bon, donc on va laisser pour l'instant dans le contexte des rapports de force actuels, des politiques publiques qu'on a, et bon, c'est impossible d'étendre ce genre d'expérience. On sait simplement, par les interventions qu'on a pu faire, que c'est possible, ce véritable mouvement qui va quand même vers l'émancipation. La question qui est posée du point de vue théorique, c'est est-ce que ce principe de l'émancipation par le travail peut être étendu jusqu'au fonctionnement de l'État? Peut-il se prolonger jusque dans l'organisation politique de la cité? Alors c'est une discussion qui a commencé depuis quelques années, en particulier donc, avec un certain nombre d'auteurs que je vous ai déjà cités, et en particulier Alexis Luquier qui a fait sa thèse sur cette question. Je ne peux pas vous donner le résumé, bien sûr, mais qui conclut que oui, il est parfaitement justifié. Même l'État, c'est un lieu de travail. C'est fini? Non, mais 45 minutes. Non, mais vous arrivez. Je peux m'arrêter d'ailleurs, c'est pas très grave. Ça, le fait est que l'idée du travail, vous me dites, hein, moi je m'arrête. Encore 5 minutes? Oui, 2 minutes, non, ça m'est égal. Non, j'ai que 2 minutes, j'en ai même pas pour 2 minutes. Oh, oui, j'ai fini pratiquement. Ouais. Bien. Le fait est que l'idée du travail comme malheur socialement généré est tellement enracinée dans la conscience sociale depuis des siècles, c'est le travail en tant que coopération. Et ça, c'est totalement impensable, je veux dire, dans la tradition de pensée, y compris depuis Marx, parce que Marx n'a pas pensé cette question de la coopération. Il a pensé le travail comme... Alors, puisqu'il y en a qui ont assisté à cette décade de Cerisy, car c'était une vraie décade, comme répétait Michel Henry toujours, chez Marx, le travail est vivant, individuel et subjectif. Et c'est vrai que l'analyse de Marx ne va que jusqu'au niveau individuel du
rapports subjectifs au travail. Et la question de la coopération, il n'a pas pensé. Voilà. Il n'a pas réussi, il n'a pas réussi. Je pense qu'évidemment, on a bénéficié de beaucoup d'autres connaissances sur le travail qui n'étaient pas du tout à l'ordre du jour il y a 2 siècles, bien sûr. Je vous remercie, monsieur. J'ai beaucoup apprécié votre conférence. J'ai une collègue qui travaille sur la critique de la science du management à Montréal. Et il ressort de ces analyses qu'il y a un aspect qui s'appelle le travail des jeunes, dont le but serait de déboulonner les vieux ouvriers, et qu'on se sert des jeunes pour critiquer, pour dévaloriser des vieux qui ont tendance à moins obéir aux cadences, et que par là même elle en conclut que c'est le management par le meurtre du père et par une rupture de filiation. Alors, la question est double. Est-ce que vous pensez que ce qu'on appelle le management par le travail des jeunes s'est répandu, c'est appelé à se répandre? Et est-ce que vous pensez que dans la domination, la question de la rupture de filiation est importante et qu'elle aurait maintenant atteint le travail et que le travail serait le lieu où on exercerait cette pratique de la rupture de filiation? Vos questions, il y en a 3, sont passionnantes. Et pour moi, parce que du point de vue de la clinique, c'est extrêmement intéressant ce que vous dites, mais ça demande quand même des sacrés développements pour y répondre in extenso. Donc, la réponse à la 3e question, c'est-à-dire la question de la rupture. Alors, il faut peut-être moins la donner sous la forme d'une rupture de génération, mais certainement d'une rupture entre la génération d'aujourd'hui, c'est-à-dire les jeunes d'aujourd'hui, et puis le passé. Oui, il y a une stratégie, vous avez raison, je pense que c'est tout à fait juste, il y a une stratégie de fracture de la transmission. Alors ça, c'est absolument clair, ça c'est la volonté des gestionnaires qui ont pris le pouvoir. Autrefois, le travail était organisé par des ingénieurs en organisation, ingénieurs des méthodes, etc. Vous avez ingénieurs de conception, vous avez une armée d'ingénieurs organiser le travail. Ils ont perdu le pouvoir. Ils ont été remplacés par des gestionnaires. Les gestionnaires, ils ne veulent rien savoir du travail. C'est là la rupture. La vraie rupture, elle part de ce tournant gestionnaire. Ils ne veulent savoir que, d'un côté, objectif. Les objectifs, c'est quantitatif. C'est objectif. Et de l'autre côté, performance. Quantitative, objective, obtenue par mesurage. Donc, c'est purement quantitatif des deux côtés, parce que les gestionnaires ne travaillent que sur des chiffres, des tableaux de chiffres, des tableaux de bord, des machins, etc., qui sont tous formatés en chiffres. Entre les deux, entre les objectifs et la performance, le travail, je ne veux rien en savoir. Là est la rupture. C'est vraiment une rupture décisive dans l'organisation du travail. On est passé du système qui était quand même maîtrisé par les ingénieurs, ils ont vraiment perdu le pouvoir et les gestionnaires les ont remplacés. Alors, entre les deux, le destin du travail change complètement, et c'est vrai que pour les gestionnaires, les gens de métier, y compris dans des métiers qu'on considère à tort comme peu ou pas qualifiés, c'est le problème de la qualification. Qu'est-ce qu'une qualification qui a été très bien posée hier soir à Bernard Friot, et sur laquelle, à mon avis, il y a quelques difficultés à répondre, hein. Pas du tout évident, qu'est-ce que c'est qu'une qualification? Mais les chaudronniers, il y en a dans les usines, il y en a dans les centrales nucléaires, les électriciens, tous ces gens-là, il y a plein de métiers en réalité, qui sont en réalité extrêmement qualifiés. Parce que, de mon point de vue, c'est pas une question idéologique, c'est une question de maintenant, qu'est-ce que c'est le travail vivant de ces gens? Voilà, vous êtes un peu stupéfait sur ce que ça veut dire que de faire de la chaudronnerie dans une centrale nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire que de monter un tableau électrique ou d'aller réparer un tableau électrique dans une centrale nucléaire? Je vous jure que vous êtes, quand vous entrez dans la matérialité du travail, vous êtes saisi d'admiration. Comment ils font? À la fois pour trouver les choses et ensuite pour ne pas se faire électrocuter. C'est extrêmement dangereux, ces machins. Il faut voir ce que c'est que les tableaux électriques. Et tous ces métiers, c'est des cons. Hein.
Ils ne veulent rien en savoir, les gestionnaires. Alors je pourrais vous montrer les ruptures, sont des ruptures sur la tradition, sur la transmission, mais les gens de métier sont devenus les ennemis des gestionnaires. Ils ont foutu au placard. Parce que les gens de métier défendent, ils disent, mais attendez, ça ne va pas là. Et ils ont une référence normative, des règles. Non, mais c'est pas possible, on ne peut pas soigner un malade comme vous dites. Alors on ne veut pas savoir. Donc vous avez raison, il y a une rupture. Alors maintenant, sur la question des jeunes pour remplacer les vieux, pour les déloger en réalité et les virer, oui, vous avez raison, il y a une offensive extrêmement forte. Elle est organisée dans un certain nombre de secteurs. Voilà, je peux vous raconter des tas d'histoires passionnantes sur le terrain, notamment dans les call centers, pour parler français, les centres d'appel. On prend des plus jeunes, et ça s'est fait de façon très violente, à France Télécom, Orange, et toute la série de suicides est en partie liée à ça. On prend des jeunes, mais qui sont vraiment sans tradition, et qui sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir un boulot, et n'importe quoi pour avoir un salaire, et n'importe quoi pour avoir des primes. Ce sont des mercenaires, et on les joue contre les anciens. Et là commencent des histoires entre les uns et les autres, qui sont des guerres de clans, lesquelles finissent par pousser un certain nombre de personnes plus âgées à se suicider. Et il y en a un paquet. Donc voilà, je pourrais vous montrer tout ça. Et donc il y a une attaque contre les métiers. Time to move, mot d'ordre de Didier Lombard, directeur de PDG voilà. Tout ça, ce sont des choses, time to move, c'est surtout casser les gens de métier, donc systématiquement les changer. Donc celui qui est ouvrier, qui monte les lignes téléphoniques, hein, doit faire maintenant du commerce, il doit vendre alors, c'est pas du tout son... Vous voyez, bon, donc oui, il y a une tentative généralisée de détruire la tradition, quitte à perdre en qualité, et c'est là que Bernard Friot avait raison, ils en ont rien à foutre de perdre sur la qualité, et même de perdre sur l'argent. Ils sont prêts à tous les sacrifices. Pourquoi? Parce que le bénéfice, c'est la domination. Et la domination, elle s'accroît. Là-dessus, vous avez complètement raison. Et c'est un vrai tournant, mais c'est incroyable, parce que vous avez une dégradation du service public partout aujourd'hui. C'est pas seulement chez France Télécom, vous l'avez également dans les hôpitaux, c'est horrible. Les universités en France, elles sont dans un état de délabrement, c'est impossible. Le système scolaire français, qui était le meilleur du monde, il est passé, je ne sais plus combien, à quel... Ils s'en foutent, ça n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est la domination. Et ça, c'est très compliqué à analyser, c'est très compliqué à reconnaître. Et donc nous sommes dans une étape quand même, il y a un vrai tournant néolibéral. Et moi je dis qu'il y a un tournant néolibéral à partir du moment où ça se matérialise dans un tournant gestionnaire qui est une transformation de l'organisation du travail. C'est une transformation de la domination, c'est sûr. Bon, on va arrêter la discussion pour l'instant ici pour passer la parole à Viviane Goni, mais Christophe Dejoux sera encore là après pour reprendre la discussion.